à tous, merci de m'accueillir chez vous. Alors au sommaire de notre émission aujourd'hui, nous nous intéressons à la prévention routière. Jeudi dernier, on notait 48 victimes sur les routes calédoniennes. Nous nous intéressons donc au stage effectué en province Nord sur la prévention routière. On en parle avec Marie-Hélène dans notre rubrique Job et Éducation. Ensuite, le métier de lapidaire est un métier qui se perd, qui a tendance justement à se perdre. Et nous parlons justement également de la relation que nous avons avec les cailloux, donc de notre culture encore une fois. Ça se passe dans notre rubrique C'est bien de chez nous avec Duke Menango. Et enfin, dans notre rubrique Fin Ban, Babette de Rousière nous propose donc une recette avec le filet de cerf. Mais avant de développer ces sujets, retrouvons notre invité du jour. Guy Louiset, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors vous êtes un grand musicien originaire de la Martinique. Alors vous avez été invité en Nouvelle-Calédonie donc par une association. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà par qui vous êtes venu? Alors en effet, bonjour tout le monde, bonjour à la Nouvelle-Calédonie. Et puis en effet, je suis venu ici à l'invitation de la Fédération Créole, présidée par Jean-Siane Firmet. Mais j'ai été contacté par une amie qui m'est très chère, qui s'appelle également Catherine Césaire. Et c'est, je crois, sur sa proposition que cette fédération m'a fait venir dans le cadre de ce carnaval et surtout pour initier pour un projet précis. Alors, votre instrument, c'est le steel pan, steel drum, je ne sais pas si c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cet instrument de musique qui vient de la Caraïbe? De la Caraïbe. Alors, c'est un instrument qui a été inventé, c'est un instrument qui fait partie des dernières inventions du XXe siècle en matière instrumentale. Et il a été inventé par un noir trinidadien qui s'appelle Sprit Simon. Mais il y a également Elie Manette, il y a les frères Eric Williams, il y a d'autres qui ont apporté leur contribution. Et c'est après la guerre, la dernière guerre. Donc cet instrument, qui a été également un support de contestation, de révolte des esclaves, des anciens esclaves, qui a une très grande histoire, est devenu maintenant un instrument phare dans le monde entier. Et mais qui est un patrimoine de notre culture caribéenne. Puisqu'il a été inventé par un noir, nous avons la même matrice, nous avons la même histoire de l'esclavage de la Caraïbe, mais avec évidemment des apports différents. Alors cet instrument a un son particulier, comment il arrive justement à offrir ce beau son? Alors cet instrument a été travaillé, a subi des évolutions considérables et est arrivé maintenant un instrument exactement comme le violon, le piano, et avec une qualité sonore extraordinaire et qui permet d'exprimer dessus des sentiments les plus divers, du classique, votre musique à vous, la tradition calédonienne, d'ailleurs c'est bien pour ça que je suis là, et également la mienne en tant que Martiniquais. Alors c'est ça qui vous a fasciné en fait dans la pratique de cet instrument? Qu'est-ce qui vous a fasciné finalement? Alors écoutez, ce qui m'a le plus subjugué dans cet instrument, c'est un instrument d'apparence très sommaire, et sur lequel on peut s'exprimer d'une manière mais très universelle. Et ce qui est extraordinaire, on peut jouer tout dessus. Alors évidemment, ça a été mon coup de cœur dès mon jeune âge. Donc le son parle pour nous, pas besoin de parler quoi. Voilà, en soi. Mais alors comment vous avez trouvé la Nouvelle-Calédonie, la population? Justement, vous avez eu l'occasion de pouvoir jouer le steel pan avec quelques musiciens en préparation du carnaval. Comment ça s'est passé? Alors je prends ce rôle avec beaucoup de sérieux et une grande passion et beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, car je trouve un peuple curieux, volontaire, et une association également très à la tâche de la question. Et
Bien sûr, des jeunes qui ont envie. Et c'est ce qui me passionne et c'est ce qui m'anime. Voilà. Alors, vous êtes venu justement pour sensibiliser afin d'ouvrir cette fameuse école qui est en projet pour pouvoir pratiquer cet instrument. Quelles sont les qualités pour pouvoir justement jouer de cet instrument? Eh bien, de la volonté. Vous avez envie de donner des conseils aux gens qui ont envie de le pratiquer? Ben oui, de la volonté et simplement le vouloir. Le vouloir et puis se fixer des objectifs. Mais qui sera de toute façon fixé une fois que l'enseignement et l'initiation commencera. Le projet sera sur table, sera réalisé, les objectifs seront fixés. Alors donc, la qualité technique, tout le travail. Avoir la musique dans la peau seulement, c'est quoi exactement? Alors avoir la musique, simplement avoir la volonté. D'accord. Avoir envie de pratiquer l'instrument, de faire quelque chose. Et une fois qu'on sera animé de cette passion, de cette envie, eh bien, tout ira normalement, sans se, comme vous dites chez vous, sans se péter la tête. C'est ça. Alors, c'est un instrument qu'on joue tout seul, à plusieurs Alors, on peut le pratiquer seul, on peut en duo, en trio, en quartet, en quintet, mais plus on est nombreux, plus on est fou, plus on s'amuse. Alors, le mieux serait qu'on soit 100, 200, comme à Trinidad, des big bands, mais si on est 15, on est 10, c'est aussi magnifique. Donc, ce qui pourrait sortir un son magnifique. J'ai vu dans une petite recherche que vous avez quand même une bonne relation avec Aimé Césaire. Oui, alors je suis un grand personnage. Tout à fait, tout à fait. Et nous avons cette chance à la Martinique. Nous avons eu cette chance, nous l'avons toujours. Et puis, alors ma relation avec Aimé Césaire, c'est que je suis un des pionniers de l'existence du service culturel de la ville de Fort-de-France, qui s'appelle le CERMAC. Et nous avons façonné tout cela avec lui, 44 ans de bons et loyaux services à la population martiniquaise, aux jeunes. Et je peux vous dire que nous avons sauvé des jeunes qui étaient déjà en désespérance. Et nous avons réussi quelque chose, une œuvre magistrale et merveilleuse. Donc, pourquoi pas la Martinique? Pourquoi la Martinique? Pourquoi pas la Nouvelle-Calédonie? Effectivement. Voilà. Et là, vous avez découvert que, comme Aimé Césaire écrivait beaucoup, que la poésie allait avec le son du steel pan. La poésie, mais il y a tellement de choses qui vont avec le steel pan. Et puis, vous êtes un peuple tellement merveilleux que je côtoie pour la première fois de ma vie, alors que je n'avais nullement... c'était pas dans mes projets. Alors, venir ici. Voilà, j'ai l'impression que je ressens les mêmes choses que quand vous venez à la Martinique. C'est-à-dire qu'il y aura un retour. D'accord. Alors, pour terminer cet entretien, quel message vous avez envie de passer aux Calédoniens et surtout pour pratiquer justement cet instrument qui est beau? Eh bien, le message que je veux leur dire, c'est de se rapprocher de cette fédération et également le gouvernement, puisque je pense que ce projet sera mené en binôme entre les là, et que très bientôt, ils auront une réponse positive. En tout cas, je l'espère pas, j'en suis sûr. D'accord. Guy Louiset, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie et merci à cette population et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays. Salut Davina. Salut Élise et bonjour à vous à la maison, j'espère que tu vas bien. Ça va toujours. J'espère que nos amis aussi. Donc on commence avec un peu de sport si tu veux bien. Ok. On parle des championnats du monde d'escalade jeune qui se dérouleront les samedis 26 et vendredi 26 et samedi 27 septembre, excusez-moi, au Rocher Notre-Dame à Koumak. Donc voilà, il y aura la présence de toute l'élite mondiale, on va dire. Si vous souhaitez avoir des informations, vous pouvez appeler le 97 38 55. Comme je te le disais, donc rendez-vous à ne pas manquer, que ne manquera pas d'ailleurs notre ami Jamie Waimo qui sera là-bas pour faire des images pour nos amis téléspectateurs. Donc voilà, pour ceux qui n'auront pas la chance d'assister à ces championnats, eh bien regardez la quotidienne.
Donc on continue notre agenda avec du sport, toujours du sport, mais du côté de Koné cette fois-ci. Oui, on parle du club olympique de Koné qui organise un tournoi de beach volley et de beach soccer, ouvert aux hommes comme aux femmes d'ailleurs. Donc avis à toi Elise, si tu veux faire du sport, c'est le moment. Le contact, c'est pour le beach volley, donc le 768-772 et pour le beach soccer, le 702-161. Ça se passera sur la plage de Fouet à Koné le samedi 20 septembre à partir de 9h. Ok, c'est noté. On reste bien sûr à Koné pour parler d'une rencontre. Oui, une rencontre dédicace avec notre ami donc Frédéric Hollen qui sera là pour présenter son livre Quintet qui est paru en mars de cette année d'ailleurs. Donc la rencontre se fera à la salle au Pitiri à Koné le samedi, le samedi, que dis-je, 16 septembre à 18h30. Problème avec les jours aujourd'hui. Problème avec les jours, je m'en mets les pinceaux. Donc pour ceux qui souhaitent avoir des infos, il faut appeler donc le 47 20 65. Notez que c'est organisé en partenariat par la médiathèque de Koné, la mairie et puis la province Nord. D'accord, ok. Pour terminer, les infos sur la commune de Koné avec quelques petits rappels. Oui, alors on commence tout de suite avec l'info que je vous avais déjà donnée la semaine dernière. Mercredi, ce sera donc le mercredi danse. Tu te rappelles, Élise? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Du côté du centre Pomémie, à partir de 17h, vous pourrez regarder des danses traditionnelles kanak comme polynésiennes, assister à un spectacle de hip-hop. Pour ne citer que ça, allez-y, ça vaut le coup d'œil. Et puis toujours à Koné, toujours demain, il y aura du côté de la salle d'animation de la médiathèque les jeunes du collège qui sont là pour raconter un peu quelques petites histoires qu'ils ont dans leur petit répertoire. Et à 15h, une autre animation pour les enfants qui ont 6 ans et plus. Il y aura, vous pourrez participer au club de contes. Voilà, ça se passera donc mercredi, à ne pas manquer. Et ensuite, on parle des activités de la médiathèque de Koumak. Oui. Toujours la médiathèque, mais cette fois-ci, la médiathèque Louis-Bastien, donc à Koumak. Il y aura l'opération Bébé Lecture qui se déroulera à partir de 16h pour les enfants de 0 à 3 ans. Et puis le mercredi suivant, décidément, les jours aujourd'hui, c'est pas la peine. Il y aura des animations pédagogiques, comme il n'y aura pas école, c'est le moment, de 8h à 10h, donc il y aura des activités et des ateliers qui seront proposés. Voilà, si vous n'avez rien à faire pour les mercredis. Et pour finir cet agenda, on va du côté de Nouméa. Oui, on va parler de l'association Valentin Aoui, donc qui organisera et qui vous invite le samedi 13 à une journée porte ouverte de 9h à 16h. Il y aura au programme notamment de l'initiation au braille et au guidage qui sera proposée. Une belle invitation à tous si vous êtes disponible ce jour-là. Voilà Élise. Merci Davina. Merci à toi Élise. Au revoir tout le monde. Allez, on retrouve Duke pour notre rubrique C'est bien de chez nous. Bonjour Duke, alors quel est le thème de notre chronique aujourd'hui? Bonjour Lise, bonjour à vous à la maison. Alors aujourd'hui dans C'est bien de chez nous, on parle du métier de lapidaire. Alors Elise, le métier de lapidaire, c'est quoi? C'est un des plus vieux métiers du monde. En fait, c'est une activité qui consiste à travailler la pierre, façonner la pierre. En gros, c'est ça. En gros, on va dire qu'à partir d'un simple caillou, on va façonner ce caillou et en faire un objet qu'on pourra utiliser dans la vie, dans la vie de tous les jours, quoi, genre une lampe ou un cendrier. Et puis on peut aussi en faire, ça peut devenir de vraies œuvres d'art aussi. Voilà en gros le métier de lapidaire, Elise. Alors le travail de la pierre, on a tendance à l'oublier, mais ça fait partie des plus vieilles activités du monde. Et donc nos vieux aussi, on avait des techniques et des savoir-faire dans ce domaine. C'est vrai, Elise, d'ailleurs on peut faire référence à, tu sais, on en a parlé dans notre chronique déjà, les frondes, les frondes que nos vieux utilisaient, là, ils façonnaient déjà à l'époque, ils façonnaient des petites pierres là, qui, on dit façonner, mais ils polissaient quoi, des projectiles. Voilà déjà un petit travail au niveau de la pierre. Et puis on peut pas passer à côté de la hache ostensoir. Tu sais. On utilisait différentes pierres, mais le minerai le plus connu là, en parlant de la hache ostensoir, c'est la jadéite, la jade de Lilloin entre autres.
Et puis ici au pays, on utilise encore beaucoup de ces pierres que l'on a autour de nous pour faire des maisons, des barrières en pierre. Et même on chauffe même les cailloux pour nos techniques de cuisson, pour faire le bougna par exemple. C'est vrai, Lise. Alors, on va dire qu'ici au pays, on a, depuis nos vieux, là, on a gardé une espèce de relation un peu particulière avec cet élément-là, avec la pierre, avec le minéral, on va dire. Par exemple, nos vieux, depuis nos vieux, ils nous ont légué, un peu pas légué, mais ils nous ont dit, enfin, tu sais, on a des sortes de, c'est pas des stèles, mais on a des cailloux, par exemple, qui correspondent à, nos vieux nous disent, ah, mais tel caillou, c'est le caillou du vieux, enfin, le totem, le serpent ou le requin, comme on dit souvent là, dans notre chronique, là. Et puis voilà, à côté de ce caillou-là, on allait poser nos offrandes, tout ça. Du coup, voilà, on a une petite relation particulière quoi, avec les cailloux, on va dire ça comme ça, les cailloux du pays. Et puis on sait, enfin, tu sais qu'ici au pays, une autre façon d'appeler le pays, là, Kanaki, la Nouvelle-Calédonie, c'est le caillou. Le caillou, voilà, tout le monde appelle le pays le caillou. Et puis toujours pour rester sur les pratiques de nos vieux avant, ils avaient pour coutume de, enfin là on a encore les vestiges là, quand on traverse le pays tout entier, là, on sait qu'il y a les pétroglyphes. Alors, les pétroglyphes, voilà, c'est ces grosses inscriptions sur les cailloux aussi. On communique avec les cailloux. Oui, on communique avec les cailloux. Puis on disait que les vieux nous disaient que le vieux de Poya, en l'occurrence, le vieux qu'on est allé rencontrer à Guapin, lui, il nous disait que ces pétroglyphes-là, c'était les cartes des eaux sacrées du pays. Et puis voilà un peu ce qu'on a en parlant de la relation qu'on a avec le caillou. C'est ça, et puis voilà, à côté de ça, on a aussi le fameux nickel, là, ce fameux caillou vert. On est connu, la Nouvelle-Calédonie. Ce fameux minerai vert qu'on exporte à travers le monde entier. Et puis voilà un peu tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que les cailloux du pays font partie, enfin c'est une des plus grosses richesses du pays, sans parler des pierres précieuses ou du nickel, mais le caillou en lui-même, le caillou qu'on a à côté, là, qu'on ne regarde même pas quand on passe à côté, au bord des rivières ou au bord de nos routes, là, il fait quand même partie de nos plus grandes richesses. Encore faut-il savoir percer les secrets de ces pierres, de ces cailloux-là, et puis faut-il savoir aussi mettre en valeur la beauté cachée de ces cailloux. Alors, Élise, c'est un peu le métier, c'est un peu l'activité du lapidaire qu'on a introduit au début de notre chronique, là. Et puis voilà, justement, on a rencontré Madame Buchy, Madame et Monsieur Buchy, là, qui ont leur atelier sur la vallée des Colons, juste à côté du lycée d'Okamou. Là, leurs voisins les plus proches, c'est nos petits frères et sœurs qui sont au lycée d'Okamou. Et puis, alors, ce sont des lapidaires, ce sont des artisans qui travaillent la pierre. Ils sont assez âgés. Ils nous disent qu'ils arrivent à la fin de leur activité, de leur exercice. Donc puis, ils ont besoin de gens pour les succéder, c'est ça? Ils ont besoin de gens pour les succéder, c'est ça, Elisa. Alors je te propose, sans plus tarder, je vous propose à vous à la maison, qu'on se rende tout de suite dans leur atelier et puis qu'on les regarde travailler, partager leur travail, plutôt leur passion, on va dire ça comme ça. Je contrôle une dernière fois la bonne épaisseur. Voilà. Un petit réglage. Voilà, on commence la coupe. Ce que je viens de découper, c'est une dunite qui va être destinée à la fabrication de presse-papier sur lequel sera installé des morceaux, des flèches fêtières coulées dans de l'aluminium. À peu près ici, un demi-centimètre de chaque côté. Et là, on vient juste à l'extrémité
la deuxième couleur. Là. À peu près. Il faut qu'on obtienne un rectangle un petit peu plus large pour pouvoir mettre la flèche fêtière en valeur. La dunite, on est allé la chercher dans la vallée de Tantouta. C'est une pierre qui est pas très dure, qui est pas très tendre non plus, mais qui a l'avantage d'être, en fin de polissage, d'être très brillante. Alors, on va faire comme ça. Tu veux quelle largeur? Est-ce que 4,5 de largeur te va? Il faut qu'on remette après la flèche. Mais là, ça s'appelle du sport. Alors, quand on coupe sur cette petite scie, on n'a aucun moyen de bloquer les pierres mécaniquement, donc tout est tenu à la main, dans l'intégralité. Il faut savoir ce qu'on fait. C'est bon? En route. C'est sympa, ça va bien ressortir. On va faire les deux autres identiques. Le socle va mettre en valeur la flèche fêtière. Les pierres, elles se travaillent toujours à l'eau. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas chauffer une pierre. Et que comme on travaille avec des meules diamantées, le diamant ne peut pas être chauffé. Et on a un rendu bien plus joli en travaillant à l'eau qu'en travaillant à sec. Donc là, vous allez voir la première étape de travail, c'est le décapage. Il faut décaper pour aller chercher la pierre en dessous. Vous voyez la différence? Voilà. Quand je vous disais tout à l'heure, c'est le petit côté magique de découvrir l'aspect de la pierre. Voilà. Puis donc, on a un aperçu de ce qui se cachait en dessous. Le but maintenant est d'enlever ces traces de meule pour affiner le grain de la pierre au fur et à mesure des bandes différentes qui vont me permettre d'arriver à la fin à une brillance. J'ai pas fait cet endroit parce que comme ça vous allez pouvoir suivre les étapes de travail et l'évolution entre cette partie-là, celle-là, celle-là
et la coupe. Voilà, là je vais arrêter et je vais changer de bande. Je vais passer à un grain de 120. Tout à l'heure, on était à un grain de 60. Là, je vais passer à un grain de 120. Voilà. Au toucher déjà, on sent la différence. Ça gagne sérieux. On a fait une première étape de coupe qui donne cet aspect-là. Donc la première étape, c'est celle-ci. La deuxième étape a été l'étape de dégrossissage, qui est cette partie à l'extrémité. Et là, on a fait la troisième étape de dégrossissage. On continue d'affiner le grain de la pierre. Maintenant, on va rentrer dans l'étape suivante où là, je vais commencer à rentrer dans le stade pour préparer la brillance, qui va être un stade complètement différent par rapport à celui-là. Vous allez voir tout de suite. En fait, ces étapes de travail, vous voyez, quand la pierre elle est mouillée, elle est belle, et dès qu'elle sèche, elle devient plus ou moins terne. Les stades de travail servent à sortir, à retrouver cette brillance pierre mouillée à la fin de toutes ces étapes. Voilà. Il ne faut pas oublier que tout notre travail se fait à l'eau, donc quand même 360 jours dans l'année, c'est quand même beaucoup. Alors là maintenant, vous voyez bien, regardez, que ça sèche. Voilà. Donc vous voyez toute l'évolution du stade de travail. Et puis maintenant, on fait abracadabra. Si les stades de travail ont été bien respectés, maintenant regardez bien. Ma brillance, elle doit sortir. Si elle ne sort pas, je retourne à la case départ. Là par contre, le dernier stade se fait à sec. Voilà. Mais là, elle ne bougera plus. Tout à l'heure, je vous ai montré le travail de la pierre. Maintenant, pour que vous puissiez voir les poids et les volumes, on va passer à un stade complètement supérieur. Donc, vous allez pouvoir voir la découpe d'un bénitier et ce que ça peut représenter au niveau poids. Un bénitier qu'on coupe va entre 100, 120, 150 kg. Ça donne une idée de la difficulté du travail. C'est une matière quand même, d'abord c'est un fossile qui a entre 5 et 6 000 ans et ça n'a rien à voir avec la pierre parce que c'est une matière minérale, animale, donc c'est de la nacre et non plus de la pierre. Donc c'est un travail qui se fait, qui est complètement différent, mais c'est une matière vraiment très belle, très chic. Elle va finir en horloge ou en pique-fleur, en centre de table, ou encore tout simplement polie pour
j'ai un artisan qui dessine sur les plaques de bénitier. Ça fait 30 ans, voire même un petit peu plus, que je suis lapidaire, que je travaille la pierre et les nacres. C'est magique. Quand on pense qu'on part de rien, on va chercher les couleurs à l'intérieur pour arriver au final à un objet fini auquel les gens ne s'imaginent pas ce que l'on a à la portée de la main. Parce que la matière première, on l'a. On l'a. Il suffit de la chercher, de savoir où elle est. Et la matière première, vous avez des couleurs, vous avez une quantité de couleurs différentes au niveau des pierres. Le travail de la pierre, c'est quand même un métier très difficile. C'est très physique, ce sont des poids lourds en permanence que l'on porte. C'est quand même 8 heures, 7 heures, 8 heures par jour, les mains dans l'eau. On trouve personne pour reprendre ce métier qui est en train de disparaître. Ça s'explique dans le sens où c'est un travail très physique. C'est un travail qui est très long. Donc je comprends que les gens ne veuillent pas passer 10 heures par jour à porter des poids en permanence. Mais c'est quand même dommage parce que c'est quand même... le travail de la pierre, c'est un vieux métier. Que c'est vraiment étonnant de voir qu'à partir d'un simple caillou, qui aurait imaginé qu'on pouvait aboutir à de si belles pièces. C'est vrai, Lise. Et puis voilà, c'est étonnant, on va dire que c'est magique un peu. Leur activité, on dit que c'est des petits... Ces artisans-là, on va dire que c'est des magiciens, on va dire ça comme ça. Et puis voilà, ce qui m'a étonné aussi quand on était dans leur atelier, c'était l'omniprésence de l'élément eau. C'était bizarre un peu de voir qu'à chaque étape de découpe ou même du polissage, toujours besoin de l'eau, tout le temps. Tu vois, c'était un aspect, déjà le métier, on le découvre, puis c'est un aspect des choses de ce métier-là qu'on ne connaissait pas. Quoi. Et donc, une occasion de le valoriser aujourd'hui parce que c'est un métier qui se perd. C'est un métier qui se perd à cause justement de la difficulté liée à l'eau. On dit que, Madame Buchy nous dit que voilà, ça crée des petits rhumatismes, tout ça. Là. Et puis voilà, c'est un métier difficile, il faut tout le temps être là. L'artisanat, en gros, c'est difficile. En particulier leur métier. Mais voilà, c'est encore une activité qui ne nécessite pas de gros investissements. Et puis voilà, en tout cas, en ce qui concerne la matière première, elle est là, à notre portée. Les cailloux, ils sont là, à côté de nos rivières, ils nous regardent. Nous, on les ignore, alors que voilà, c'est une richesse qu'on devra exploiter un jour ou l'autre, en tout cas. Voilà, les jeunes, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas donc à vous intéresser à ce métier qui est un beau métier d'ailleurs. Surtout ça. Merci Élise, surtout je reviens sur ce que tu viens de dire. Intéressez-vous à ce métier-là parce qu'ici au pays, des lapidaires comme Madame Buchy, là, il n'en reste qu'une. En tout cas, ils sont deux à faire ce qu'on appelle un peu les grosses œuvres. Là. Il y a les lapidaires du Faubourg aussi, une dame assez âgée. Et puis voilà, il n'y a personne pour faire vivre l'activité, ce métier-là, en tout cas ici au pays. Ça serait dommage de perdre tout leur savoir. Voilà, c'est sur ce message qu'on finit cette chronique. Merci Dieu. Merci Élise, merci encore à vous à la maison. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique, on s'occupe de vous. Bonjour Anna, alors de quoi nous allons parler aujourd'hui? Bonjour Élise et bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose de retourner du côté de Koné. D'accord. Donc là nous allons rencontrer les jeunes de la tribu de Bopop. Alors pour les fidèles de la quotidienne, ils les connaissent bien puisque ils sont passés déjà plusieurs fois dans des reportages dans la rubrique de Marie-Hélène. Et donc nous allons les retrouver cette fois-ci pour
l'obtention du permis de conduire. Oui, je me rappelle, dans ce reportage, elle disait que, Marie-Hélène, de la rubrique Job et Éducation, elle avait dit qu'ils avaient décidé justement de passer leur permis. Voilà, donc il faut savoir qu'ils ont un programme de formation sur 8 mois et dans leur cursus, eh bien, il y a l'obtention du fameux carton rose. Parce qu'aujourd'hui, ça devient souvent indispensable pour pouvoir postuler un emploi. Bah oui, c'est vrai. En plus, c'est important aussi pour se déplacer. Bopop, c'est assez loin quand même de Koné. Du coup, ça leur permettrait justement de la tribu pour aller au travail, de pouvoir circuler avec une voiture. Parce que c'est vrai que Bopop est quand même à 37 km de Koné, donc ça fait à peu près 30 minutes de trajet. Et puis ils ont la particularité, cette tribu, de se trouver géographiquement sur la commune de Poindimier, mais ils sont rattachés administrativement à la commune de Koné. Voilà, et puis comme pour ceux qui ne connaissent pas, on l'a déjà dit dans notre rubrique Job Éducation, Bopop est sur la transversale entre Koné-Tiwaka. C'est une tribu dont on entend souvent parler, et puis ça bouge dans cette tribu avec les jeunes, le conseil des anciens. Ce sont des jeunes qui sont très motivés, et puis donc ils ont pu saisir l'opportunité de passer le permis de conduire sans trop débourser. Et puis évidemment, il y a un constat ici, il y a beaucoup d'accidents. Et bien souvent, ce sont des conducteurs qui n'ont pas le permis de conduire, donc ils n'ont pas forcément les bonnes notions du code de la route. Et donc voilà, la plupart du temps aussi, c'est souvent par manque de moyens financiers. Donc on ne peut pas passer le permis de conduire parce que ça coûte cher, on n'a pas les moyens, parce que forcément tout cela a un coût. En tout cas, c'est une belle opportunité pour ces jeunes justement de passer le permis. Puis il existe ce fameux dispositif permis pour l'emploi où on peut passer le permis en payant une modique somme. Oui, il y a le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui avait créé en 2006 une aide financière pour favoriser l'accès au permis de conduire. Donc c'était le fameux permis pour l'emploi ou plus communément le PPE. Donc cette mesure, il faut savoir qu'elle a été réactualisée en 2014 et donc sont concernées par ce dispositif toutes les personnes qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi et puis aussi qui ont une formation professionnelle continue. Et puis il y a aussi parmi les personnes concernées par ce dispositif tous les apprentis qui ont effectué déjà une première année de formation et qui ont 18 ans. Et puis il y a aussi les élèves de terminale professionnelle qui ont 18 ans également. Voilà un peu les infos concernant le fameux PPE. Et justement, on retrouve les jeunes de Bopop à la tribu? Non, on ne va pas aller à Bopop-Élise, mais on va les retrouver plutôt au village de Koné. Et c'est un reportage d'Aurélie Chiran. On est toujours dans le cadre du chantier de Bopop là, qui se poursuit et dont j'assure la coordination pour le GRETA, qui est l'organisme de formation qui suit cette formation. Et là, donc aujourd'hui, les jeunes viennent ici sur Koné pour suivre les cours de code de la route qui sont prévus à l'auto-école de Koné. C'est là? Oui. C'est bien. Ça représente la route priorité où est-ce qu'elle va. D'accord. Bien vu. Les stagiaires viennent cette semaine à l'auto-école de Koné pour suivre des vrais cours de code de la route par une auto-école agréée afin de passer le permis de conduire. Auparavant, sur Bopop, ils ont eu des séquences en fait, qui les préparent à suivre ces cours de code. Parce que le vocabulaire, il est un petit peu particulier quand même, les mises en situation, elles sont un petit peu particulières. Et donc, il y a un premier travail qui a été fait au niveau du chantier de Bopop, sous forme d'une intervention par semaine de 4 heures, pour les préparer à ces cours de code en auto-école. Pour la position des roues, Je vais éteindre la lumière afin qu'il voit mieux la projection. quand on quitte un axe important, après, on devra rechercher les panneaux de priorité sur la route empruntée. Cette semaine en auto-école, ils ne vont pas passer directement l'examen, ça reste encore de la préparation. Ils vont avoir des cours de code par un moniteur d'auto-école avec mise en situation comme d'évaluation pour obtenir le code. Ils passeront le code réellement ultérieurement
à l'issue d'une préparation de 70 heures. Je vais tout droit. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La plupart même la totalité des jeunes de Bopop sont sortis pour la plupart du système scolaire assez tôt. Passer le permis de conduire, suivre des cours, c'est quelque chose qui est très difficile pour eux, et n'ayant pas les possibilités monétaires en fait. Donc par rapport à ce type de public, c'est vrai que c'est important de pouvoir apporter cette possibilité de passage de code de la route, quoi. C'est en partie prévoir le comportement des autres et les prévenir de nos intentions tout en contrôlant la trajectoire de la voiture et en partageant avec eux l'espace routier. Ces cours en auto-école et cette préparation au code, c'est entièrement pris en charge dans le cadre de la formation de Bopop. Donc pour les jeunes, c'est gratuit. Bon, il est demandé quand même une participation pour l'inscription à l'examen du code. Donc c'est eux qui en particulier se payeront les timbres fiscaux pour passer le code. Donc pourquoi on a voulu mettre en place ce code et pourquoi cette gratuité? Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que par rapport au projet de ces jeunes à l'issue du chantier, que ce soit un projet d'emploi ou un projet de démarrer une activité sur Bopop, en apiculture, en maraîchage, aujourd'hui le permis de conduire, c'est quelque chose qui est indispensable. On ne peut pas travailler sans permis, c'est pas possible. C'est pour ça que ça fait partie intégrante du cursus de formation et que c'est gratuit. Les 3 couleurs des feux, vert, jaune, rouge, sont un code auquel le conducteur doit réagir d'une manière automatique tout en tenant compte de la circulation. On sait que beaucoup de jeunes conduisent sans forcément avoir le permis de conduire, ce qui pose un certain nombre de problèmes, d'accidents de la route, des comportements à risque. Il est vraiment utile d'avoir aussi un apprentissage sur comment bien conduire en sécurité pour respecter non seulement sa propre sécurité, mais aussi la sécurité des autres, quoi. Voilà, souhaitant à ces jeunes de réussir leur permis et d'obtenir ce fameux papier rose. Et Anna, tu nous citais tout à l'heure les publics concernés justement pour le permis pour l'emploi, le fameux dispositif. Alors où est-ce que les jeunes ou les gens peuvent se renseigner? Alors, ils peuvent se renseigner auprès de la DI3T. Il y a d'ailleurs un guichet qui est ouvert là-bas depuis le 1er août 2014. Alors, la DI3T, c'est où? Eh bien, c'est à la Vallée du Tir. Et c'est ouvert de 8h à 11h et de 12h30 à 15h. Vous pouvez aussi les contacter. Il y a un numéro de téléphone, c'est le 28 04 48. Et puis, vous pouvez aussi consulter sur Internet le site du gouvernement où il y a toutes les infos disponibles. Vous pouvez aussi vous rapprocher de Cap Emploi ou de la MIGE. Ils peuvent aussi vous renseigner sur la marche à suivre pour le fameux permis pour l'emploi. Voilà les jeunes, vous avez toutes les infos, à vous de vous lancer, puis n'hésitez pas, foncez. Et puis pour les personnes qui n'entrent pas dans ces critères, eh bien je voulais juste raconter une petite histoire. Alors c'était il y a déjà quelques mois, on était allé avec un collègue du côté de Canala pour un reportage. Donc vers 13h, on avait fini le reportage, on cherchait de quoi se restaurer, tout était fermé. Donc on a décidé, on va retourner sur Wailou, on trouvera peut-être un magasin ouvert. Donc sur le chemin du retour, on voit devant une tribu au bord de la route des jeunes qui faisaient des brochettes. Donc on s'est arrêté. Alors là, une maman vient vers moi et puis elle me dit, vous savez madame, ces jeunes-là, ils font ces brochettes, c'est pour récolter des fonds pour pouvoir justement financer les leçons de l'auto-école pour pouvoir passer le permis. Donc voilà un système D pour pouvoir passer le permis, il y a plein de choses à faire. Voilà, quand les jeunes sont motivés, ils organisent beaucoup de choses pour pouvoir y arriver. Merci, c'est sur cette histoire qu'on se quitte. Merci Anna. Allez, au revoir. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Fin Ban.
Alors nous avons eu l'occasion de la recevoir donc dans nos studios pour l'invité du jour. Nous avons eu également l'occasion de la suivre dans une des tribus de la commune de Yengen. Donc pendant son passage ici, Babette de Rosière a bien voulu nous montrer à sa façon comment cuisiner le filet de cerf bien de chez nous. Un reportage que je vous propose de regarder tout de suite. Eh bien, bonjour, je suis à Nouméa. Eh oui, je suis à Nouméa et puis comme je suis très curieuse, je suis allée voir ce qui se passe au marché. J'ai visité le marché de Gros, le marché central. J'ai vu tellement de bons produits que je n'ai pas pu m'empêcher de vous faire une petite recette. Et vous savez avec quoi je vais vous faire la recette? Avec du cerf. Ici, on dit du cerf. En Europe, on dit du cerf. Mais c'est la même chose. Je m'adapte. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée d'une amie, Françoise Lefort, que vous connaissez certainement. Bonjour Françoise. Bonjour, madame. Ça va? Ça va. T'es en forme? On peut commencer la recette? Oui. Eh bien, on commence la recette. Alors, pour faire cette recette, bien évidemment, je vous disais, j'ai acheté du cerf. Alors, j'ai pris un filet. Parce que le filet, je pense qu'il y a une certaine tendreté qu'on n'a pas dans les autres morceaux. Et avec ça, je mets de l'échalote, je mets du persil, un peu de clou de girofle, des feuilles de laurier, et puis évidemment, des épices. On a du ras et la noute, du cumin, du poivre. Là, c'est un petit mélange de mon secret que je ne vous donnerai pas. Mais si vous êtes sage, on fait l'émission, je vous dirai. Le petit piment, et puis évidemment, nous avons nos 3 poivrons, le vert, le jaune, le rouge, un petit peu de fond de volaille, un petit peu de thym, et puis là, quelque chose que vous ne connaissez pas, mais dont je vous parlerai, l'arôme patrelle. Alors, j'ai nettoyé, j'ai dénervé, il faut surtout bien dénerver la viande de cerf, parce que vous savez, les petits nerfs qui sont sur le filet, ça se rétracte à la cuisson et c'est pour ça que la viande est dure. Alors j'ai choisi le filet, pas pour rien, parce que la recette va être rapide pour les gens qui sont un petit peu pressés. Donc avec le filet, on est sûr de sa tendreté. Alors je vais couper en petits dés, on coupe comme ça en petits morceaux, parce qu'il ne faut pas que les morceaux soient ni trop gros ni trop petits. Tu vois? Parce qu'on fait des petits dés, parce que la viande, on sent qu'elle est tendre. Hein. Alors on prend ou du steak, qui est dans la cuisse là, ou alors du filet. Avec le filet, on ne se trompe pas. Oui, c'est plus tendre. Mais tu vois bien que c'est plus tendre, c'est comme dans du beurre. Oui. Et je fais des dés, tu vois. Alors, maintenant qu'on a haché, on a coupé en gros dés notre cerf, on va passer à la macération. Alors, tu me donnes, alors il faut un sac de macération, absolument. Alors, on met la viande dedans. Il y a 2 sortes de macération. Il y a la macération sèche, c'est-à-dire qu'on met dans un récipient du sel, du poivre, de l'ail, des oignons, les herbes. On retourne comme ça et ça suffit. Mais moi, comme je suis un petit peu gourmande, je vais vous faire une macération humide. Alors je mets un peu d'huile pour donner un petit peu de gras parce que la viande de cerf n'est pas du tout grasse. Un petit peu de vin, ça renforce un peu le goût. Et là, je vais mettre quelques épices. Alors le poivre, un petit peu de ras et la noute, un peu de cumin. Et là, je vous ai dit que je vais vous donner mon secret. C'est un petit mélange d'ail séché, d'oignons séchés, de paprika. Et ça relève le goût. Ça, j'appelle ça le plus du débutant. Bon, alors je vais mettre du sel maintenant. Voilà. On a mis tout, alors on a tout mis. Vous avez vu dedans, on a mis du sel, du poivre, les herbes. Et là, vous avez un assaisonnement humide. Vous mettez ça dans votre réfrigérateur pendant quelques heures et lorsque vous revenez, la viande a complètement absorbé les épices et ça a un goût au maximum. Tu as vu Françoise? Est-ce que tu fais comme ça ta macération? Oui, ça m'arrive. Ça t'arrive? Voilà, elle est bonne cuisinière donc elle sait que c'est comme ça. Alors voilà, la macération étant faite, maintenant on va pouvoir passer à la cuisson. On a macéré la viande, on a mis des épices et tout ça, la viande a bien macéré. Là, il me faut de l'huile. Et vous savez, cette viande-là, il faut saisir cette viande à la cuisson pour la recette qu'on va faire. Alors, je mets un petit peu d'huile dans ma casserole. Et lorsque l'huile est bien chaude, là, je vais mettre mes morceaux et je vais les saisir. Alors, il faut enlever la viande de la macération. Alors, maintenant, François, tu me donnes de la cive. Alors là, on va assaisonner. On commencera par la cive, les échalotes, tout ce qui est herbes fraîches. Alors, tu me donnes un peu. Oui. Là, je fais bien revenir sur un feu bien vif. Ah, peut-être que je vais goûter le cerf, là. Hein? Ça me donne envie. Il faut bien saisir, bien plier, il ne faut pas hésiter. Alors, un peu d'échalote, jamais comme ça, c'est à la main. Un peu d'échalote.
Un peu d'échalote, voilà. Et là, je vais mettre un petit peu de thym. Là-dedans, j'ai mis l'échalote, j'ai mis l'ail. Et maintenant, je mets un petit peu de persil. Je vais rajouter le curry vert. Regardez, vous pouvez trouver ça dans tous les supermarchés ou dans les magasins spécialisés, des Chinois, des Japonais, etc. Et ça, le curry vert, ça donne un petit peu de goût. Hein, ça donne un petit goût très prononcé. Et comme le cerf, c'est une viande qui est très goûteuse, qui est très forte, ça permet d'atténuer en douceur justement ce goût. Voilà, vous voyez? Et là, la recette, vous voyez, elle est terminée. Seulement, il faut savoir bien saisir la viande. Une fois que la viande est bien saisie, il n'y a aucun jus, il n'y a pas de sang, il n'y a rien qui se greffe dans la casserole. Et nous avons une viande cuite à point. Ok, alors maintenant on a fait la viande, on va passer à l'accompagnement. Je vous ai dit que je vais vous faire un petit accompagnement. Si vous avez des poivrons, des légumes dans votre réfrigérateur, vous ne savez pas quoi en faire, vous avez un reste de spaghettis par exemple, vous prenez votre casserole, vous mettez un petit peu de beurre et là vous allez faire un mélange des légumes avec des épices que je vais vous donner le secret tout à l'heure et à la fin on mettra les spaghettis et vous verrez que vous allez manger des spaghettis comme jamais vous n'avez mangé. Je mets le beurre. Et là, tu me donnes un petit peu d'échalote. Un peu d'échalote. Voilà, très bien. Très bien. Du beurre, un petit peu d'échalote, un peu de persil. Oh, vous avez vu que j'ai un commis exceptionnel. J'ai un commis qui est très studieuse. Je lui demande, voilà, il me donne, voilà. Maintenant, tu vas me donner les poivrons émincés. Oui, chef. Ah bon, d'accord. Voilà. Voilà, oui. Je fais une jardinière de légumes pour mettre mes... Voilà, voilà, ça va, ça y est, tu piges. Voilà, alors j'ai mis de l'échalote, du beurre. Je mets les poivrons que j'ai coupés un petit peu grossièrement, vous avez vu. Et je vais faire revenir mes poivrons tout doucement. Alors maintenant, tu vas me donner un petit peu de coriandre, qu'on appelle ici persil chinois, c'est ça? Chinois, oui. Je vais baisser encore mon feu, parce qu'il est trop gourmand. Et là, je vais mettre la papaye. Ben oui, parce qu'ici, nous avons beaucoup de produits. On a de la papaye verte, on a des mangues vertes, on a plein de choses. Et j'ai décidé de mettre de la papaye, figurez-vous. Je les marie comme ça. La papaye que j'ai fait en julienne, c'est-à-dire tout à fait haché finement, en fine lamelle. Je mélange tout ça. Voilà, on dirait du madras qu'elle a sur la tête. Regardez, quand vous voyez ça, on a l'impression que c'est le madras que tu as là, que j'ai mis là. Alors, dedans, il y a un petit peu, il y a de l'huile, il y a du beurre, pardon, du beurre, du persil, des poivrons rouges, de toutes les couleurs, rouge, jaune, vert. Et puis j'ai mis un petit peu de papaye. Voilà. Et là, je vais mettre l'épice à paella. Et vous savez pourquoi? L'épice à paella, ça donne de la couleur et ça donne du goût. Regarde un peu la couleur que ça prend. Et je ne mets pas de sel. À la place du sel, je mets du fond de volaille que vous allez trouver facilement en supermarché. Alors, je vais mouiller un tout petit peu d'eau. Tu me donnes un tout petit peu d'eau. Je vais mouiller. Un tout petit peu. À la guerre comme à la guerre. Voilà, ça va. Et seulement maintenant, je vais rajouter mes spaghettis. Et oui, avec le reste de spaghettis, qu'est-ce qu'on fait? On met dedans. Ça ressemble à une paella aux spaghettis. Ah, j'en sais rien, mais en tout cas, tu verras, ça a du goût. Comment tu trouves ça, ce mélange-là? C'est beau. Ça te fait envie. Plein de couleurs. N'ose pas te faire goûter à l'antillaise. Oh, alors attends, il faut faire ça. Voilà, goûte. Ah oui. T'as vu? Le petit côté sucré des poivrons. Alors tu mets... Non, c'est bon pour moi. Voilà, un petit peu de beurre et la recette est terminée. Il ne reste plus qu'à dresser. Et maintenant, on va passer au dressage. Mais avant de passer au dressage, je vais terminer juste ma petite recette de viande en mettant un petit secret dedans. Je vous ai parlé de piment végétarien dans la recette, non? Ben, je vais rajouter un petit peu de piment végétarien. Le piment végétarien, c'est un piment qui a été greffé. Il a les saveurs du piment antillais, mais ça ne pique pas. Et c'est un grand bonheur d'avoir ça dans le plat. Hein? C'est sympa, hein? Alors, on va mettre notre piment. Après, on va passer au dressage. Alors, tu me rajoutes un petit peu de piment. T'as convenant, ça ne pique pas de toute façon. Voilà.
C'est simple, c'est facile, c'est goûteux. Et une autre façon de... C'est tout à fait une autre façon de manger ces restes de pâtes. Et voilà. C'est bon, Roswell? Ah oui, c'est très bon. C'est bon, moi je vais manger le plat. Ça vous fait envie? Vous avez envie de manger ça? Si vous voulez vraiment connaître les petits secrets de la recette, vous allez voir NCTV. Ils ont le secret. Hein? Appelez-les. À bientôt. Merci Françoise. Merci, Babette. Alors bonjour Marie-Hélène, la sécurité routière est au cœur des préoccupations alors que l'on vive au nord, au sud et aux îles Loyauté. Rappelle-nous ce qui est possible de faire pour améliorer les choses. Bonjour Élise et bonjour à vous fidèles téléspectateurs. C'est vrai que voilà, pour améliorer les choses, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut toujours continuer à informer et à sensibiliser un maximum de personnes. Mais dis-moi Élise, est-ce que tu sais aujourd'hui à combien de morts nous sommes sur les routes calédoniennes? Pour le nombre exact, je crois que j'en ai une petite idée, mais j'en ai entendu parler donc, du dernier accident qui a eu lieu à Païta. C'était jeudi dernier, je crois. Oui. À cause d'un aquaplaning. Exactement, et du coup, voilà, malheureusement, ce dernier drame, au moment où on parle aux téléspectateurs, voilà, ajoute une victime de plus à la longue liste des morts sur la route, qui se chiffre donc à 48 personnes depuis le début de l'année. C'est vrai que l'an dernier, comment étaient justement les chiffres? Eh ben, quelques mois après, si tu veux, les chiffres étaient un petit peu en dessous. Il y avait moins de morts donc, sur les routes, donc ça veut bien dire que déjà depuis le début de l'année, on le sait, on l'a lu dans la presse, les chiffres ne sont pas bons du tout. Et puis, moi, je voulais revenir à 10 ans en arrière pour justement avoir un autre critère de comparaison. Et ben, il y a 10 ans, on recensait 84 morts. C'est beaucoup, C'est beaucoup, mais c'est vrai que si on compare avec aujourd'hui, on est déjà à plus de la moitié de victimes. C'est vrai que c'est un bilan qu'il y a 10 ans, alors que l'année n'est pas encore terminée. Alors ce macabre bilan oblige justement les pouvoirs publics à faire quelque chose pour tenter d'inverser la tendance. C'est clair, ça fait partie effectivement de sa mission, c'est certain. Donc effectivement, il faut mobiliser les personnes, multiplier les actions de prévention. Alors, moi je sais que je suis allée dernièrement au Salon des étudiants, il y avait donc l'association Prévention routière qui était présente, et figure-toi que sur leur stand, ils communiquaient sur l'opération avant de mourir, je veux, suivi de 3 points de suspension. Ça faisait bizarre quand même. Alors dis-nous de quoi s'agissait justement cette opération. En fait, écrit sur un tableau noir, tu avais donc ce début de phrase, si tu veux, qui revenait à plusieurs reprises, et donc voilà, c'était à toi de dire, voilà, avant de mourir, qu'est-ce que je veux faire. Alors c'est vrai que ça peut faire prendre conscience aux gens, de la valeur qu'a la vie, et puis éventuellement de se rendre compte que non, moi j'ai pas envie de mourir. Alors effectivement, si j'ai peut-être pas envie de mourir, est-ce qu'il faut pas que je change quelque chose dans mon comportement au volant? Et puis il y a aussi donc la dernière campagne qui avait été lancée par la DI3T avec des slogans assez forts, assez marquants. Donc la sécurité routière, tous responsables sur l'importance de porter déjà la ceinture de sécurité. Et l'information choc à retenir a été rédigée en plusieurs langues du pays. Eh bien oui, pour toucher toujours pareil, un maximum de personnes. Tu as vu les images, étaient quand même assez choquantes. Voilà, on essaie de communiquer de manière beaucoup plus dramatique, pour que le message reste. Puis passer, puis qu'on soit conscient de la gravité du problème. C'est ça, oui. C'est vrai, quand tu vas sur le site de la DI3T, tu as tout un tas d'autres slogans encore, très forts, qui nous parlent. La sécurité routière est l'affaire de tous. Ce n'est pas la route qui tue, c'est notre comportement au volant. Donc c'est vrai que lorsqu'on dit ça, on se dit oui, c'est vrai, il ne faut pas que je l'oublie, il faut que je l'ai à l'esprit. C'est vrai. Donc, et puis l'État prend aussi, on va dire, des mesures avec la limitation de vente d'alcool. Parfois, on se demande si cette limitation, on va dire, est la meilleure solution. En tout cas, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Et en tout cas, c'est déjà une première mesure, on peut dire ça.
L'autre forme de répression, c'est aussi le développement de la gendarmerie, des policiers sur le terrain. Exactement, qui sont là pour la répression, c'est vrai. Mais il y a aussi la formation, Élise. Ah oui, la formation. Il ne faut pas qu'on l'oublie aussi, c'est vrai que c'est important. Et je voulais justement insister sur ce point parce que l'apprentissage de la conduite et puis le respect des règles de sécurité, et ben voilà, elle concerne tout le monde. Il faut évidemment qu'on retienne bien tout cela pour ne pas être un danger pour l'autre. Alors, ces règles de sécurité, elles sont simples. Le port du casque, la limitation de vitesse, le port de sa ceinture de sécurité et puis aussi éviter de conduire sous effet de drogue ou d'alcool. Mais c'est vrai que tout ça, on l'apprend quand on passe le permis. Oui, et à partir d'un certain âge, il faut aussi quelques révisions pour maintenir son comportement sur la route. C'est vrai, des petites piqûres de rappel sont toujours très intéressantes et ne sont pas négligées justement. Alors, figure-toi que j'ai donc découvert qu'en métropole, il existait une convention État-assureur. En fait, cette convention, si tu veux, elle prévoit que les assureurs participent à hauteur de 0,5%, si tu veux, voilà, qu'ils consacrent plutôt au moins 0,5% de leur prime de responsabilité civile auto à des actions de sécurité routière. Donc ils doivent s'investir. D'accord, donc ces professionnels doivent participer, c'est ça, à la lutte contre les principales causes d'accidents sur la route, vitesse, alcool, téléphone, et chercher à améliorer la sécurité des plus vulnérables. Oui, c'est exactement ça, Élise. Et donc, figure-toi qu'André Ravel s'est rendu à une opération justement de sensibilisation à la sécurité routière. Ça se passait à la maison commune de la tribu de Tibarama. On va découvrir tout de suite le reportage d'André Ravel. Corporel en Calédonie en 2013. 2013 a été la meilleure année depuis longtemps en termes d'accidentologie en Calédonie. Malheureusement, cette année, on est encore reparti à la hausse. Je regarde autour de moi, j'ai facilement 1000 conducteurs autour de moi dans les voitures. Il y en a un qui va mourir. Donc je prie qu'on ne soit pas mort. Donc on a une exposition au risque qui est très forte en Calédonie. La situation de la Nouvelle-Calédonie en matière de sécurité routière est très préoccupante. Le risque d'accident est quasiment 40 fois supérieur à d'autres pays qui sont organisés et qui ont traité le problème de la sécurité routière. C'est un vrai problème de société. Ce qu'on essaye de faire comprendre aux stagiaires, c'est que la route est d'abord un espace social. C'est un espace qui doit être partagé. Et comme tout espace social, il y a des règles à respecter pour pouvoir se déplacer en sécurité. Il y a vraiment trop d'accidents, trop de blessés, trop de tués en Nouvelle-Calédonie. À fin juin, on était déjà à 36 morts, autant que toute l'année 2013. Il faut réagir, il faut faire quelque chose. En ce moment, sur nos routes, c'est pas évident, quoi. On a des épaves qui circulent, on a des gens qui circulent, qui n'ont pas d'assurance, imprégnés d'alcool et tout ça. Donc, même quand on descend sur Nouméa, on ne sait même pas si on va arriver sur Nouméa, quoi. Tu roules tranquillement et ça se peut que la voiture qui vient dans l'autre sens ou qui vient derrière toi te percute, quoi. Ceinture. Donc on sait qu'on va la mettre. Donc on la met pas parce que c'est pénible, parce que je m'arrête à la poste, je pose un courrier, je repars, après il faut que je m'arrête au supermarché qui est 100 mètres plus loin, donc puis à chaque fois il faut rattacher les enfants, donc ça nous prend 3 minutes pour rattacher tout le monde dans la voiture. Et je vous rappelle que 67% des décédés sur la route en Nouvelle-Calédonie l'année dernière ne portaient pas leur ceinture. Simplement en Calédonie, on porterait sa ceinture de sécurité, on réduirait la mortalité routière par 2 tout de suite, instantanément. Et ça ne coûte rien. La ceinture, elle peut prendre 3 tonnes. Vos organes, eux, ne sont pas capables de résister à ça. Ils ne peuvent pas. C'est pas possible. Donc là où la ceinture de sécurité est la plus efficace, c'est dans le choc frontal, ça réduit la mortalité de 50%. Ceux qui décèdent avec une ceinture sont ceux qui allaient trop vite, ils n'étaient pas dans une vitesse de survie. Et là où elle est très efficace, c'est en cas de retournement, c'est-à-dire la prévention des éjections, parce que 95% des éjectés sont tués. Il y a plusieurs objectifs dans ce stage. D'abord, prendre connaissance et prendre conscience du nombre d'accidents de la route en Nouvelle-Calédonie, de bien comprendre la genèse de l'accident, qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui aggrave les accidents de la route,
et puis surtout d'être en mesure d'avoir une réflexion personnelle sur son propre comportement sur la route. C'est comment s'améliorer et comment avoir une conduite plus sûre sur la route. Ah, super, super intéressant. Émouvant aussi, parce que bon, on nous a rappelé des choses qu'on a oubliées, quoi. Ce qu'on espère obtenir, c'est une prise de conscience individuelle et un engagement individuel pour une conduite apaisée sur la route. Donc nous savons qu'on ne résoudra pas toute la problématique par les stages, mais c'est un volet important, la prévention, l'éducation et la sensibilisation des conducteurs. Même si on n'a pas eu des accidents de la route et tout, mais ça nous sert de leçon par rapport à nos enfants et de la population. Ça donne déjà une idée pour se conduire au volant. On se rend compte qu'on n'a pas forcément les bons comportements sur la route. Comme ils nous ont expliqué, ça fait un peu plus peur. Sur la route, parce que comme des fois il y a des piétons qui marchent, des dépassements un peu brutaux. Il faut développer une vraie culture de sécurité routière dès le plus jeune âge. Et d'ailleurs, notre proposition, c'est d'intégrer la sécurité routière dans les programmes scolaires à partir de l'école primaire, puis au collège et enfin au lycée. Et je pense même qu'il faut revoir la question de l'apprentissage de la conduite pour que ce soit intégré dans le cursus scolaire, que le permis de conduire ne soit plus seulement abordé à l'extérieur de l'enseignement, mais pendant l'enseignement, comme c'est déjà le cas pour les 2 roues ou pour le permis piéton. Voilà, donc ça me fait penser au principe de donnant, hein, c'est pas mal comme procédé, et puis voilà, un budget qui est bien utilisé, on va dire ça. Écoute, en tout cas, moi, j'avais jamais encore vu ce type d'action ici au pays. Donc, ma foi, toutes les solutions sont les bienvenues. Il faut que ça marche, quoi. Voilà. Faut que ça fonctionne. Effectivement. Et puis, enrayer ce fléau dévastateur, les accidents de la route, c'est... Alors justement, tu sais qu'il y a un autre problème quand même lié à ces nombreux accidents de la route, c'est le budget qui est consacré. Parce que forcément, ça a un coût sur la société, tous ces accidents de la route. Donc, moi, j'ai envie de te dire, si on doit donner un chiffre, tu vas voir qu'on peut tomber des nues. Oui. Alors, pour 232 blessés, par exemple, avec hospitalisation, ça va représenter 3,66 milliards de francs CFP de budget. Donc, la facture a montré très vite. Un autre élément de comparaison, Élise, concerne donc ce chiffre là, 9,26 milliards. Tu sais à quoi c'est consacré? Et c'est dédié donc aux accidents de la circulation routière. Et ça concernait que 11 mois de l'année 2013. Bon, voilà, il faut continuer à sensibiliser, à informer toujours plus des dangers de la route à tous les automobilistes et puis on va dire à tout âge. C'est vrai, c'est vrai. Bon, il y a des actions qui sont faites. Moi, je sais que par exemple à l'école primaire, je me souviens encore de la fois où je suis allée à la prévention routière. J'ai trouvé ça génial. Et tu retiens quoi? Tu retiens des petits, effectivement, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ensuite, bon, on le sait, lorsqu'il y a des fêtes et puis des événements, des manifestations, il y a toujours des stands un petit peu de prévention où on parle de prévention routière. Je pense notamment à la fête des associations organisée à Pointe-Boute chaque année. Donc voilà, c'est des petites actions comme ça qui feront qu'on touchera toujours plus de monde. Il y avait un procédé aussi qui a été créé ces dernières années. C'était le capitaine de soirée pour les jeunes qui veulent aller faire la fête. Donc, c'est vrai.
Il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, qui sont déjà faites, voilà, qui sont pensées, qui sont déjà faites pour éviter, voilà, pour améliorer. Alors rappelle-nous un peu les principaux facteurs qui causent les accidents, même si on les connaît. Oui, on les connaît, c'est vrai Élise, mais voilà, on va quand même les rappeler. Pour l'alcool et les stupéfiants, ils représentent 59% donc, voilà, des accidents de la route. La vitesse, 49%. Le non-port de la ceinture, 71%. Et le défaut de permis, 28%. Bon, ben voilà, des chiffres à retenir. Merci Marie-Hélène. Ce n'est pas un sujet très joyeux, vous l'avez bien remarqué, donc dans le temps employé, mais voilà, il est important d'en parler encore. Et puis vivement, donc une inversion de la tendance. Merci Marie-Hélène. Et tu restes avec nous pour les brèves formations du moment. Oui, alors, il y a, tu le sais, une préparation au concours d'entrée pour le concours d'aide-soignant. D'accord. Donc, cette inscription-là, elle est encore possible. Oui. Alors, est-ce qu'il faut un diplôme particulier pour pouvoir postuler? Alors oui, il faut être soit titulaire d'un CAP service aux personnes, soit d'un BEP carrière sanitaire et sociale, ou encore d'un bac. Et puis les personnes sont titulaires aussi d'un diplôme d'auxiliaire de vie sont bien évidemment les bienvenus. Donc il faut aussi noter que les personnes qui ont un niveau 3e, donc qui ont un BEPC ou un niveau première, peuvent aussi tenter leur chance et déposer un dossier. D'accord, alors je suppose qu'il faut remplir un dossier d'inscription pour pouvoir postuler à cette préparation au concours pour devenir aide-soignant. Oui, oui, il faut donc retirer ce dossier auprès des points information jeunesse, notamment celui de Koumac, dont je vais transmettre le numéro, Élise, à nos chers téléspectateurs. Il s'agit donc du 42 80 45. Donc là-bas, vous récupérerez un dossier. Ensuite, après avoir rempli le document et ajouté toutes les pièces, il faudra donc soit l'envoyer à l'Institut de formation des professions sanitaires et sociales, que l'on connaît sous le nom de l'IFPSS, soit s'y rendre et puis le déposer directement là-bas. Je crois qu'il se trouve du côté de Nouville. Alors la date limite pour déposer les dossiers est donc le 18 septembre prochain, Élise. Donc tu vois, on a un mois et demi, une semaine et demie, pardon. Voilà, ça va vite arriver. Alors c'est pas un an, c'est une semaine pour retirer le dossier, le compléter, le déposer et l'envoyer. Faites vite si vous êtes intéressé. Alors combien de personnes peuvent être accueillies? Alors une trentaine de personnes, je vais y arriver, ça n'arrête pas de bugger, je suis désolée. Alors notez que la sélection, si tu veux, des candidats, elle devra passer par une épreuve écrite qui est prévue donc au mois de novembre, au mois d'octobre, le 11 octobre exactement, et ensuite il y aura un entretien oral, voilà, et celui-là il se déroule bien en novembre, donc devant un jury quand même, et donc il faudra donc se rendre disponible entre le 17 et le 21 novembre, Élise. Alors à noter quand même que les titulaires du diplôme d'auxiliaire de vie n'auront pas à passer justement l'épreuve écrite, ils iront donc directement à l'oral. D'accord. Voilà. Alors quelle est la date prévue pour la rentrée en 2015? Eh bien la rentrée, elle est prévue le 23 février 2015 à Nouméa. Alors un stage d'initiation vidéo spécial court-métrage fiction est organisé également vers la fin du mois de septembre. Exactement, Élise. Alors ça se passe du 22 septembre au 31 octobre à Nouméa, du côté de l'orphelinat. Alors qu'est-ce qui va se passer durant ce stage? Alors les stagiaires vont être initiés, si tu veux, à la prise de vue, à la réalisation donc de fiction, à l'écriture de scénarii, au repérage, au tournage et puis aussi au montage. Donc tu vois que toute la chaîne de production, en fait, elle est concernée. Moi, génial. Les stagiaires vont pouvoir devenir autonomes, réaliser leur propre court-métrage et fiction. Et qui peut s'inscrire justement à ce stage? Alors il faut avoir 18 ans et plus, Élise, avoir quand même une idée quand même de film, voilà, pour la réalisation en tout cas d'une œuvre qui durera 5 minutes maximum. Ensuite il faut être disponible quand même pendant un mois et demi, à savoir que les horaires de stage sont donc de 8h à 16h, donc il faudra s'organiser si on veut participer à ce stage. Alors c'est quoi avoir une idée de film en tête? C'est quoi, court-métrage, long-métrage, écrire son script, c'est quoi exactement? J'ai envie de te dire que c'est déjà avoir une petite trame d'une histoire en tête, avec un début, un milieu et une fin.
Voilà, ça va aider, si tu veux, à l'écriture du scénario. On sait, en tout cas, dans quelle direction on souhaite aller. Ensuite, il faut avoir le personnage aussi de son histoire. Qui on va filmer? Qu'est-ce qu'il va pouvoir voilà, faire comme action dans ce film? Et ensuite, il va aussi falloir trouver un lieu pour pouvoir filmer les actions dans un lieu approprié, adapté. En tout cas voilà, dédié à l'histoire qu'on veut raconter, quoi. Alors, jusqu'à quand peut-on s'inscrire pour participer à ce stage? Eh ben, alors, dernier délai, c'est jeudi prochain, donc jeudi 11 septembre. Donc, il faut... Exactement. Donc, vous pouvez vous inscrire d'ailleurs dans une maison de quartier de Nouméa. Voilà. Donc, pour être sélectionné, sachez que vous devrez passer donc un entretien. Voilà, vous devrez défendre votre petit projet. Et puis, les entretiens sont prévus le mardi 16 septembre à 8h à l'Orphelinat, donc dans les locaux de l'association Atinéa. D'accord. Alors, une question qui tue, est-ce qu'il faut payer pour participer à ce stage? Eh ben non, Élise, figure-toi. Ah, génial. C'est gratuit, c'est gratuit. Alors par contre, les places elles sont limitées, voilà. Il faut faire vite. Voilà, le stage n'accueillera que 6 personnes, hein, voilà. Et tu sais que les stagiaires vont bénéficier davantage, Élise? C'est pas vrai, c'est comme en province nord du coup. Eh ben oui. D'accord, nourri, logé, peut-être pas logé. Peut-être pas logé, peut-être pas. Non, non, quand même. Indemnisé, pardon. Exactement, Élise, c'est ça, les stagiaires vont donc être pris en charge au niveau du transport et au niveau donc des repas du midi, ce qui est déjà pas mal. Ah, c'est pas mal. Et en plus de ça, ils vont même recevoir une indemnité journalière de 1 500 francs. Bon, bah profitez, hein, franchement. Hein, moi, je vous dis profitez, renseignez-vous et puis voilà, postulez vite. Merci, Marilyn. Un numéro de téléphone peut-être? Oui, tu as raison, Élise. Merci, j'allais oublier de le donner. Alors, pour se renseigner, vous pouvez composer le 98 68 67. Donc c'est sur ce numéro qu'on se quitte. Merci Marie-Hélène. À bientôt Élise. Au revoir. Voilà, c'est sur ces formations que finit cette émission. Merci de nous avoir suivis. Tata à tous.